lequel j'aimerais un peu montrer des résultats assez nouveaux, c'est sur des généralisations de convexité et des aspects géométriques de ces divergences. Alors, qu'est-ce qu'une divergence de Bregman? Donc, ça a été fait par quelqu'un qui travaille dans la recherche opérationnelle, hein, Lev Bregman, qui est malheureusement décédé il y a ça pas très longtemps. Et pour des aspects d'optimisation en recherche opérationnelle, il a défini donc une dissimilarité qui est lisse. Donc, la dissimilarité qui n'est pas une distance parce qu'elle n'est pas métrique s'appelle une divergence. Et entre deux paramètres, θ1 et θ2, vous pouvez l'avoir par cette formule-ci. Donc, cette divergence de Bregman, on peut l'illustrer en dessinant la fonction potentielle f, en prenant la tangente à θ2 et en mesurant un gap, si vous voulez, un écart vertical, puisque la fonction est convexe, qui sera forcément positif ou nul, et qui va définir une notion de dissimilarité entre deux vecteurs. Donc pourquoi cette notion a été introduite? C'était simplement pour définir au départ des notions de projection plus générales que les projections euclidiennes, notamment pour trouver des points communs dans des intersections de convexes. Et c'est devenu très populaire parce qu'en fait, on peut généraliser simplement des aspects utilisés en la distance euclidienne au carré, ou alors l'entropie relative, donc la divergence de Kullback-Leibler, ou alors les gens qui font du signal ou du son, du traitement du son, utilisent la divergence de Itakura-Saito. Et tout ceci, ce sont des exemples de divergence de Bregman pour des générateurs choisis. Donc les générateurs, par exemple, pour le Kullback-Leibler, c'est la négantropie, donc qui est convexe, strictement convexe et différenciable. Et puis pour Itakura-Saito, c'est l'entropie de Burg, donc moins log. Et ces trois exemples, en fait, peuvent être aussi généralisés par des familles paramétriques de fonctions potentielles. Et notamment, on peut avoir une famille scalaire de divergence de Bregman qu'on appelle les bêta-divergences et qui inclut en fait ces trois exemples précédents. Alors, on peut revoir ça tout de suite déjà, ça peut s'exprimer d'une autre façon. Par exemple, je vous ai rappelé la formule de divergence de Bregman là-haut. Si vous faites un développement Taylor à θ2 pour θ1, vous avez, à l'ordre 1, vous avez cette formule sur lignée jaune avec un reste. Et donc le reste, vous pouvez le définir avec fθ1 moins fθ2, etc. Donc c'est en fait le reste d'une expansion de Taylor d'ordre 1, c'est une divergence de Bregman. Et comme vous savez, Taylor, on peut utiliser différents types de restes d'expansion. Et si on utilise le reste exact de Lagrange, on peut l'écrire comme étant cette deuxième formule en jaune. Et vous reconnaissez une divergence quadratique où en fait la fonction hessienne, donc nabla de 2f, est valable pour un xi qui appartient entre θ1 et θ2. Donc ça vous montre déjà que c'est positif. Ça vous montre aussi que si vous voulez dire, est-ce qu'elle peut être symétrique, est-ce qu'une divergence de Bregman peut être symétrique? Simplement en utilisant cette forme-là, vous allez forcément arriver à la conclusion que votre fonction hessienne doit être constante. Donc les fonctions de Bregman symétriques sont uniquement les fonctions quadratiques généralisées, où vous avez une matrice positive définie Q, et vous avez pour le générateur F la distance euclidienne généralisée au carré. D'accord? Donc ça, voilà. Alors pourquoi ça a été très populaire en machine learning, en statistique? Parce qu'il y a un lien en fait des familles de probabilités qui sont très connues et utilisées, qui sont les familles exponentielles. Alors une famille exponentielle, elle peut être représentée soit en paramètres étendus, on va dire, ou soit en forme normale, une natural exponential family. Donc la natural exponential family, c'est simplement une probabilité qui s'écrit à fonction d'un paramètre px θ qui est proportionnel à l'exponentielle d'un produit scalaire xθ. Si vous avez beaucoup de lois, en fait, comme les gaussiennes, les Poissons, les Dirichlet, gamma, bêta, etc., si vous faites une reparamétrisation de θ par lambda et que vous introduisez ce qu'on appelle une statistique suffisante et un terme éventuel de porteur de mesure, vous arrivez à cette décomposition canonique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'entropie relative, donc la divergence de Kullback-Leibler, qui, je rappelle, est l'intégrale de P log P sur Q, quand vous avez P et Q qui appartiennent à la même famille exponentielle, donc pour des paramètres θ1 et θ2, eh bien, ça vous donne une formule close sans devoir calculer l'intégrale. Donc, calculer des intégrales, des fois, c'est difficile, voire même, vous n'avez pas de fonction, de formule analytique. Mais là, vous savez que par la structure, en fait, cette structure exponentielle de xθ,
que vous allez trouver une divergence de Bregman renversée. C'est-à-dire renversée, c'est quand je prends... donc j'ai mis cette étoile-là pour dire que c'est la divergence de Bregman renversée, et ça se définit simplement en échangeant l'ordre des paramètres. D'accord ? C'est facile, hein. Si vous avez f en formule cloud, vous savez calculer un gradient, alors qu'un calcul intégral, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, tout ceci a été bien connu et redécouvert plusieurs fois. Donc, en machine learning, il y a un des papiers en 2001 par Azouri et Vermouth où ceci est introduit. Alors, OK. Alors, je vais généraliser un peu les divergences de Bregman. Et pour faire ceci, on peut simplement déjà dire, on peut considérer simplement une divergence de Bregman scalaire, tout simplement parce que si j'ai une fonction convexe potentielle f de θ qui est multivariée, je peux toujours, quand je veux calculer pour deux paramètres, entre les paramètres θ1 et θ2, je peux toujours considérer une fonction convexe scalaire, uniquement dépendant d'un paramètre scalaire, et pour lesquels, pour 0 et 1, j'obtiens θ1 et θ2. Et dans ces cas-là, si vous faites un petit peu le calcul par la dérivée directionnelle, vous allez voir que votre divergence de Bregman multivariée entre θ1 et θ2, ça peut s'écrire comme une divergence de Bregman pour une fonction convexe scalaire, θ1, donc f avec l'indice θ1 θ2 entre 0 et 1. Donc ça, visuellement, ça veut dire que si vous avez une fonction potentielle qui est multivariée, vous avez deux points, et vous calculez la divergence de Bregman, vous pouvez calculer le plan vertical, vous coupez votre fonction potentielle par plan vertical, vous avez une fonction 1D, et puis vous calculez la divergence pour une fonction de Bregman 1D. Alors, un concept important, c'est la notion de dualité, et en géométrie de l'information, on verra qu'il y a une notion de bidualité que je vais introduire par la suite. Donc là, je vous introduis la fonction convexe conjuguée. Hein. Dès qu'on a une fonction f qui sera convexe et différentiable, on peut aussi considérer son jumeau, la fonction f étoile, donc par la transformée de Legendre, hein, qui se décrit comme ceci. Et en fait, on veut avoir des fonctions convexes qui sont, on pourrait dire, gentilles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous poser de problème. C'est-à-dire que pour être convexe, il faut à la fois que mon domaine soit convexe et à la fois que la fonction soit convexe. Et ce qui peut se passer, c'est que si je ne prends pas une fonction qui est convexe avec un domaine un peu particulier, je peux arriver sur une transformée de Legendre avec une fonction convexe, mais que le domaine ne soit pas convexe. Et pour éviter ce problème, on va définir des types de fonctions qu'on appelle des types de fonctions Legendre, Legendre type function, où là j'ai un domaine θ, une fonction potentielle f de θ, et en fait ce que je veux, c'est que, puisque j'avais défini un produit scalaire au début dans un espace de Hilbert, je veux que mon espace θ soit ouvert topologiquement, et qu'aussi, quand je me rapproche de la frontière de ce domaine, par rapport à la norme induite du produit scalaire, et ben, mon gradient diverge. Et donc, si on a ces deux conditions, on dit qu'on a une fonction de Legendre type. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, si on a une fonction de Legendre type, la transformée de Legendre va donner deux réciproques. La deuxième chose, c'est que pour une fonction Legendre type, je vais avoir son dual qui va être également Legendre type. Donc là, j'évite ce problème qui est délicat. D'accord ? Donc je reste dans le même type de classe de fonction. Et on a la biconjugaison qui est involutive. D'accord ? Et évidemment, si vous posez ce problème et puis vous mettez la dérivée égale à 0, vous allez trouver que vous pouvez écrire f étoile de θ, votre fonction convexe conjuguée, en remplaçant θ par, comme je l'ai dit, nabla f étoile, et nabla f étoile, c'est nabla f réciproque. Donc vous obtenez cette formule-là. Donc si vous avez nabla f inverse réciproque en formule close, vous avez aussi la fonction conjuguée en formule close. Donc, la divergence de Bregman, je peux aussi, elle s'écrit par rapport à deux paramètres, θ1 et θ2, mais je peux aussi avoir une forme équivalente, qu'on va appeler les divergences de Fenchel-Yang. Et simplement, on va se baser sur l'inégalité
quand on a une fonction de Legendre type, on a cette inégalité de Yang, donc f de θ1 plus f étoile de θ2, qui est supérieur ou égal au produit scalaire, avec l'égalité seulement si le θ correspond au gradient map du θ. Et on va définir donc une divergence de Fenchanian en faisant passer cette inégalité partie gauche moins partie droite, qui est positive. D'accord? Donc on arrive ici, non pas avec fθ1 moins f de θ2, mais fθ1 plus f étoile de θ2. D'accord? Et ça, c'est équivalent à la divergence de Bregman entre deux paramètres, où là je suis resté dans les paramètres naturels, les paramètres ordinaires θ1 et θ2. Et sur le côté droit, j'ai l'expression équivalente avec les fonctions duales de Legendre, avec une paramétrisation mixte. Okay? Donc finalement, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une structure assez riche, parce que votre divergence de Bregman, vous pouvez l'écrire de 4 façons équivalentes. En général, quand vous êtes dans des fonctions convexes et puis que vous avez une formule avec t termes, vous pouvez trouver des formules équivalentes avec 2 puissance t formules équivalentes, en fait. Et en jouant avec ça, suivant les façons de calculer qui sont plus faciles que d'autres, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Alors, juste, je vous avais dit que très rapidement, les divergences de Bregman symétriques, c'est uniquement les divergences euclidiennes généralisées. Ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire simplement, si je veux symétriser ma divergence de Bregman, j'ai qu'à faire la divergence plus la divergence reverse, donc j'appelle ça SF. Okay. Si je développe ces formules, j'arrive à cette formule où j'ai la différence sur les θ et la différence sur les états, donc un produit scalaire entre ces deux différences. Et puis je peux essayer de dire qu'en fait, je vais faire un mapping, mon θ, je vais doubler la dimension, et je vais faire une partie de la dimension avec θ, une partie de la dimension avec état, et une fonction potentielle qui aura deux parties, la fonction fθ et f étoile. Et si on fait ça, le problème, c'est qu'on a bien donc f chapeau qui sera convexe, ça, il n'y a pas de souci. Le gros problème, c'est que notre domaine, θ, qui lui n'est pas 2D dimensionnel, mais qui est une surface d-dimensionnelle dans un espace 2D dimensionnel, n'est pas convexe en général. Et c'est pour ça que cette fonction symétrique ne sera pas une fonction de Bregman, excepté lorsque f est induit d'une fonction quadratique. Okay. Donc là, on définit un petit peu une notion de, on pourrait dire, de divergence sous-dimensionnelle de Bregman ou divergence courbe, si nabla f est différent d'une fonction affine. OK. Donc, je vous rappelle, en fait, on peut visualiser cette divergence de Bregman par cet écart vertical sur la fonction potentielle. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on peut créer d'autres divergences de type à la Bregman, simplement en mesurant des écarts de convexité de façon différente. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une façon déjà de regarder la chose, c'est de dire, au lieu de prendre l'écart vertical, je peux, sur mon plan tangent, je peux prendre la projection orthogonale, tout comme on a les total least square qui sont l'équivalent de l'ordinary least square en prenant la projection orthogonale. Et si on fait ça, en fait, on arrive à cette formule de ce qu'on pourrait appeler total Bregman, TB, où on voit que c'est un Bregman normal avec un facteur multiplicatif scalaire, là, ρB, qui est ce facteur 1 sur racine carrée de quelque chose. Et ça, c'est une transformation qu'on appelle une transformation conformale. Et pour vous dire un petit peu les avantages de faire ceci, c'est qu'on va avoir une divergence qui va être invariante en rotation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, par exemple, en imagerie médicale. On veut faire des distances entre des matrices positives SPD, et on veut que suivant le système de coordonnées rotationnelles, on soit invariant. D'accord ? Donc ça a été utilisé dans le domaine médical ou le domaine de la vision. On peut montrer que c'est robuste aux outliers, je ne sais plus comment dire en français, mais tout simplement parce qu'en fait, quand vous voyez là, on a un facteur ρB, et si on prend le centroïde, le fait d'introduire ce facteur ρB, c'est on renormalise un petit peu les poids. Et cette renormalisation va donner quelque chose que je peux montrer qui va donner une certaine robustesse par rapport aux divergences de Bregman normales. D'accord ? Et géométriquement, il se passe quelque chose comme en géométrie riemannienne conformale, mais ça, je ne l'ai pas détaillé aujourd'hui. Une deuxième façon de faire, c'est de dire, bon, les divergences de Bregman, c'est bien, mais il faut calculer le gradient, nabla f.
Et ça, est-ce qu'on peut l'éviter? Parce que c'est toujours un peu délicat suivant les f de calcul des gradients. Donc on peut dire, ce que je peux faire, c'est me donner deux scalaires alpha et bêta qui vont me définir des points intermédiaires qui sont entre θ1 et θ2. Et au lieu de prendre la tangente à mon graphe, je vais simplement prendre la séquente. Okay, et puis, au lieu de mesurer le gap vertical entre la tangente et puis la fonction potentielle, je vais mesurer le gap vertical entre la fonction potentielle et la droite séquente, ce qui est en bleu. Donc là, vous voyez déjà visuellement que c'est plus petit. Et l'avantage, c'est que pour faire ça, vous n'avez pas besoin de calculer nabla f. Et si vous avez alpha qui tend vers θ1 et puis bêta, en choisissant bêta de telle façon que ça tend vers θ2, vous allez trouver une approximation des divergences de Bregman très proche, en fait. Hein. Donc ça, c'est avantageux. Une deuxième généralisation, c'est de dire, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est considérer deux fonctions potentielles, f1 et f2. Donc là, je dessine les deux fonctions potentielles f1 et f2. Et puis, je vais mesurer l'écart vertical, là, par cette droite rouge au lieu de la droite bleue, qui est les divergences de Bregman usuelles. Okay, donc là, je vais avoir deux générateurs, f1 et f2. Donc l'avantage, c'est qu'on voit visuellement que si f1 est supérieur ou égal à f2, on sera toujours positif, c'est ce qu'on veut pour une divergence. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas forcément à zéro si on prend le même paramètre, parce que forcément, là, il va y avoir un écart entre la distance entre f1 et f2, qui peut être qui n'est pas zéro, là, comme on voit sur cet exemple-ci. Donc, comme je l'ai dit, ça va être supérieur à la divergence de Bregman. Et si vous faites la définition, ça va généraliser aussi, parce que si vous prenez f1 égale f2, vous allez retomber sur la divergence de Bregman. Alors, à quoi ça pourrait servir? Eh bien, on va trouver un lien direct avec les familles exponentielles encore. Donc, on va prendre deux familles exponentielles. On va prendre une première famille exponentielle P de x paramétrée par θ, donc avec sa fonction cumulante f1 qui est comme ceci. Et puis, on va prendre une deuxième famille exponentielle où on va tronquer le support. D'accord? Au lieu de travailler sur le support x1, on va travailler sur le support x2. Et on va avoir le support x2 qui est plus grand que le support x1. Donc x1 va être inclus dans le support x2, de telle façon que la fonction cumulante f2 sera plus grande que la fonction cumulante f1. OK ? Oui, d'accord. Donc ça va être une pseudo, c'est ce que j'ai appelé duo Bregman pseudo-divergence, et ça généralise très bien ce qui était connu. Alors, un exemple, par exemple, c'est si vous avez, vous prenez un document qui est traduit dans plein de langues, on va dire dans 200 langues, par exemple, et vous calculez pour chaque document la fréquence des mots qui apparaissent dans ce langage-là, et vous vous dites que c'est comme une distribution de puissance, une distribution de zip, qui va être caractérisée ici par un paramètre, on va dire, par exemple S, et vous voulez clusteriser pour voir un peu quelles sont les langues qui sont proches les unes des autres, à la Cummins, mais vous voulez faire ça pour une divergence de Bregman duo. Donc, simplement, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les supports sont bien emboîtés. Donc, dans vos documents de traduction des ouvrages, vous allez bien avoir ce que vous voulez, c'est qu'avoir un support total pour les prototypes du clustering. Donc, ce qu'on va appeler les distributions zeta. La distribution zeta est définie pour le support complet discret, donc de k égale 1 à l'infini, alors que suivant les types de langues, vous allez avoir un vocabulaire à n mots. Okay, et si vous faites ça, vous pouvez clusteriser. Donc ça, c'est une des applications des divergences de Bregman duo. Bien entendu, je peux considérer la fonction conjuguée. Et alors, la conjuguée, si on a une majoration de f1 qui domine f2, alors par la transformée de Legendre, f1 étoile va être minoré par f2 étoile. Donc on a un petit peu l'inversion par la transformée de Legendre, et on peut définir une extension des divergences de Fresnel-Young qu'on appelle les duos Fresnel-Young, qui s'écrivent comme ceci. Donc c'est vraiment une généralisation immédiate à deux générateurs au lieu de un générateur avec des applications sur des familles exponentielles tronquées. Si vous tronquez le support d'une famille exponentielle, vous avez une autre famille exponentielle, d'accord, parce que la fonction cumulante va changer, donc, mais ça reste une famille exponentielle elle-même. Alors là, je vais essayer d'avoir un petit peu des aspects géométriques.
et vous montrer quelque chose qui a été très étudié en géométrie d'information qui s'appelle la bidualité. Alors, qu'est-ce que la bidualité, en fait? C'est que quand vous prenez la transformée de Legendre, vous n'avez pas uniquement une fonction f étoile, la fonction convexe conjuguée, mais vous avez aussi une fonction de mapping gradient qu'on appelle la gradient map. Donc vous avez ces deux fonctions, f étoile et état, qui est état de θ, qui est nabla f de θ. Okay, donc vous avez en fait deux fonctions, et elles jouent des rôles un peu différents en géométrie de l'information. Donc une des dualités, c'est ce qu'on appelle la dualité de la référence, c'est-à-dire quand je change l'ordre des paramètres. C'est ce que je vous avais dit, le KL entre deux familles exponentielles, c'est le Bregman renversé. Donc si vous faites une divergence renversée, donc avec cette astérix rose, j'échange l'ordre des paramètres, hein, par définition, vous avez forcément une transformation involutive, d'accord? Parce que vous faites deux fois ça, vous retombez sur la même chose. Et vous avez une représentation de dualité. Est-ce que j'utilise les paramètres état ou est-ce que j'utilise les paramètres θ? Donc ça, je vais vous mettre une astérix verte pour dire que ça, en fait, c'est une question de représentation. Et évidemment, si je fais deux fois, je retombe de θ, je peux passer de θ à état avec nabla f par la gradient map, et puis je peux passer de état à θ par nabla f étoile par la convexe conjuguée. Okay, et donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre Fenchal-Yang, la divergence Fenchal-Yang, d'appliquer la dualité de référence qui met en jeu la dualité de représentation, et vous allez utiliser avec la fonction de Legendre f étoile, ça va vous faire changer comme ceci. Okay, donc ça, c'est cette notion de bidualité. Et c'est généralisé par un concept plus général en géométrie de l'information qui s'appelle les transformations monotones et roto-embedding. D'accord? Donc ça, c'est un exemple dans le cas discret. Alors, un petit peu de géométrie sur ces divergences de Bregman pour motiver un peu les choses. En fait, les divergences de Bregman, ce sont des divergences qu'on appelle canoniques dans les espaces duellement plats. Alors, qu'est-ce qu'une structure de géométrie d'information? C'est une structure, donc vous avez une variété, vous mettez une métrique riemannienne, donc G, d'accord, une métrique riemannienne, et vous choisissez une connexion affine nabla. Alors, vous allez avoir une connexion couplée à la métrique G, qui est une connexion duale qu'on appelle nabla étoile. Okay, et dans le cas des divergences de Bregman, ce qui se passe, c'est que ces deux connexions vont être plates. Elles vont être plates, donc sans courbure, pour le système de paramètres θ et état. Ça se voit simplement par les symboles de Christoffel qui deviennent égales à 0. Donc là, je vais un petit peu vite par le temps. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui se passe et pour à la fin vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, si vous avez une fonction potentielle qui est strictement convexe et différentielle, vous pouvez donner une métrique riemannienne simplement en prenant le hessien. Et vous pouvez trouver, en prenant les fonctions conjuguées, deux connexions affines sans torsion plates. D'accord ? Ce qui veut dire que l'équation de la géodésique, qui dépend des connexions et donc des Christoffel symboles, puisque c'est 0, c'est simplement des segments de droite dans les systèmes de représentation θ et état. Okay, donc c'est très facile à résoudre. C'est simplement un segment de droite dans cette représentation-là. C'est pour ça que c'est très utilisé, c'est parce qu'en fait, on sait faire les calculs facilement. Donc, par exemple, si je prends les lois multivariées, je prends les lois multivariées normales, donc avec un paramètre mu vectoriel et puis un paramètre de matrice sigma. La fonction cumulante pour les paramètres naturels, c'est une fonction convexe qui s'écrit comme ceci. Donc, la fonction cumulante, si je l'écrivais avec mu et sigma, elle ne serait pas convexe par rapport à mu et sigma. Elle est convexe par rapport aux paramètres naturels. Ça, c'est ce que vous garantit la théorie. Et les paramètres naturels, ici θ, sont composés d'une partie vectorielle, là, sigma moins 1 mu, et d'une partie matricielle, 1 demi sigma et 1. Et vous allez avoir deux géodésiques plates qui sont induites par les connexions duales, donc on appelle les connexions exponentielles et de mélange, donc en rouge et en bleu. Donc tout ça, c'est en formule close. Et vous avez, si vous retransformez θ ou état par rapport aux paramètres usuels ordinaires mu et sigma, vous allez trouver ces modèles d'interpolation. Okay, donc tout ça, c'est calculé sans aucun problème. Hein. Donc en géométrie d'information, en fait, ce qu'on considère, on va être indépendant d'un système de représentation, on va être purement géométrique, donc coordinate free, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est une divergence comme étant une fonction scalaire sur une variété produit. D'accord ? Donc, j'ai une variété. Je vais faire la variété produit pour avoir les deux paramètres qui sont en fait un point dans ma variété produit. Donc, ma fonction divergence, elle va s'annuler sur la diagonale de la variété produit. Et
Et cette variété de produits, on peut aussi l'étudier avec ces 4 types de paramétrisation, suivant qu'on prend θ ou eta. Hein. Et donc cette divergence, en fait, en géométrie d'information, a été appelée fonction de contraste. C'est simplement une fonction où on double la dimension. Okay, et si vous avez une variété, alors j'ai peut-être un transparent pour ça, peut-être. Oui, voilà. Si vous avez une divergence de Bregman, vous savez construire une fonction, une variété dualement plate, comme je l'ai dit précédemment. Et de façon inverse, si vous avez une fonction dualement, une variété dualement plate, vous pouvez reconstruire une divergence de Bregman et des fonctions potentielles duales, mais ce ne sera pas unique. Ça sera reparamétrisé par des fonctions affines. Okay, donc vous allez avoir notamment à la fin. Donc ce que j'ai appelé la divergence ou la fonction de contraste, si vous voulez, par rapport aux deux connexions affines, c'est d nabla nabla étoile, qui peut s'exprimer dans un système de coordonnées θ ou un système coordonnées θ bar où j'ai simplement fait une transformation affine, et vous allez avoir cette relation-ci. Donc géométriquement, vous avez uniquement une fonction une fonction de divergence dualement plate qui peut s'écrire équivalent en divergence de Bregman, mais le générateur de la divergence de Bregman n'est pas forcément unique. Okay, donc souvent, on voit plutôt de divergence de Bregman à qu'est-ce que la représentation géométrique, mais vous pouvez partir purement géométriquement à partir d'une variété dualement plate et savoir et choisir supérieure, et vous allez avoir la géodésique, la E géodésique pour exponentielle géodésique, donc dualement plate ici qui, par rapport à mon système U sigma, ça va être ce segment de droite. La géodésique, qu'on va appeler mixture géodésique, qui est la géodésique duale, qui va être la bleue. Et puis vous avez la géodésique qui est induite par rapport à la métrique riemannienne, donc la connexion induite par la métrique riemannienne, qui s'appelle la connexion d'Elis-Civita, qui va être la rose. Donc, souvent, calculer la géodésique rose, c'est assez dur parce que donc les bleus et rouges, elles sont dualement plates. Donc, on sait que dans un système θ ou eta, c'est des segments de droite. Et après, on peut refaire une transformation, c'est facile. Par contre, avoir la rose, c'est très difficile parce qu'il faut résoudre l'équation de la géodésique. On n'a pas forcément en formule close, notamment pour les lois multivariées. On a cherché pendant 25-30 ans et c'est seulement l'année passée qu'on a eu une belle interprétation géométrique en formule close et qu'on peut utiliser ceci. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer, mais en gros, l'astuce, c'est de passer en dimension 2D plus 1 et de montrer que c'est une soumersion riemannienne et de faire des choses dessus, quoi. Mais tout ça, c'est très récent. Hein, c'est le papier de Kobayashi en 2023. Donc, pour avoir la rose, c'est difficile suivant les familles exponentielles que vous utilisez. Ce n'est pas forcément garanti que vous avez la solution. Par contre, les bleus et les rouges, vous l'avez toujours si vous avez F, votre générateur, en formule close. OK. Donc, ça, je vais peut-être passer. Alors, oui, j'ai peut-être juste un petit mot. Quand j'ai une famille exponentielle, je vous ai souvent parlé de la fonction cumulant, qui est f de θ, qui est égal à log intégrale de ceci. Okay, mais on a une deuxième fonction, c'est si, au lieu de passer le f dans l'exponentielle, je normalise par la fonction partition, z de θ. Okay, donc là, j'ai simplement l'intégrale de l'exponentielle de ceci. Alors, c'est une fonction qui est log convexe, et toutes les fonctions qui sont log convexes sont convexes. Donc, f et z, en fait, c'est deux fonctions convexes sur lesquelles on va pouvoir construire des divergences de Bregman. Je vous ai dit que pour f, la divergence de Bregman est équivalente à Kullback-Leibler sur les densités correspondantes. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est la divergence pour la fonction de partition Bz, à quoi elle correspond en divergence statistique, si on prend des familles exponentielles. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est simplement une généralisation, c'est qu'on va prendre l'entropie relative sur des mesures positives au lieu des mesures normalisées. Donc, je vais avoir les termes plus P2 moins P1 qui va se rajouter. Hein. Donc là, c'est KL, mais sur des mesures positives. Et puis, ce qu'on connaissait avant, ce que je vous ai montré, c'est l'avant-dernière ligne, on avait le KL entre les deux densités de famille exponentielle qui était une divergence de Bregman-Rivers pour la fonction cumulant. Ben là, on va voir exactement la même chose. Au lieu de prendre KL, on va prendre KL étendu, donc avec ce terme plus P2
Une dizaine de minutes, très bien. Donc, simplement, vous avez deux mondes. Vous avez des divergences entre des paramètres et des divergences entre des densités. Des densités en probabilité, par exemple les familles exponentielles. Donc, pour Bregman, on a vu qu'il y avait un lien avec KL. Et en fait, si je prends les divergences de Bhattacharya, qui s'écrit comme moins log du coefficient de Bhattacharya alpha, là, intégrale de P 1 moins 1 plus alpha, vous allez trouver qu'en fait, la divergence sur les paramètres équivalents, c'est une divergence de Jensen. La divergence de Jensen, c'est simplement, au lieu de mesurer par rapport à la tangente, vous allez mesurer le gap de convexité comme ceci. D'accord? Vous allez faire passer une droite qui passe par les deux extrémités θ1 et de θ1, θ2 et de θ2, et vous avez θ1 plus θ2 sur 2, vous allez prendre cette mesure positive, et ça vous allez appeler une divergence de Burbea-Rao ou une divergence de Jensen. Et dans ces cas-là, ce que vous avez, c'est que la distance statistique Bhattacharya équivaut à la divergence de Jensen, et si vous jouez avec alpha qui tend vers 0 ou 1, d'accord, merci. Et si vous jouez en faisant tendre alpha qui tend vers 0 ou alpha qui tend vers 1, vous allez retomber d'un côté sur Bregman et de l'autre côté, c'est les divergences de Bhattacharya qui vont retomber sur Kullback-Leibler ou Kullback-Leibler renversé. Donc, simplement une harmonisation. Et donc, si au lieu de prendre VS, je prends VZ, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai dit qu'en fait, on avait la divergence de Kullback-Leibler étendue, donc c'est-à-dire pour les densités non normalisées, où je mets des TID pour dire que c'est non normalisé. Et on va avoir une généralisation aux divergences alpha d'Amari, donc à alpha divergence, mais étendue aux densités positives. Donc ça se généralise très bien. Donc si vous êtes normalisé, si f c'est de la fonction cumulante, c'est des distances statistiques entre densités normalisées. Et si vous prenez la fonction partition c'est des distances statistiques entre densités non normalisées. Okay. Alors en pratique, le gros problème, c'est est-ce qu'on a f ou z en formule close? Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas calculer le gradient, etc. On ne peut pas faire beaucoup d'applications. Alors une idée, c'est simplement de dire, c'est quand j'ai une intégrale, par exemple, si je prends la neg-entropie, donc vous avez par exemple un modèle de mélange, ici, vous avez sa neg-entropie, neg-entropie de Shannon, donc l'intégrale de m log m. Ça, c'est difficile à calculer parce que ici, vous avez un modèle de mélange, il va y avoir des termes W1, P1, plus W2, donc ça, c'est très difficile à calculer en formule close. Je connais quelques exemples où c'est possible, donc parfois c'est possible, mais c'est très très rare. Par exemple, un modèle de mélange à deux composantes de Cauchy, c'est bon, on a la formule close. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire un échantillonnage à la Monte Carlo, c'est-à-dire discrétiser cette intégrale-là par rapport à une fonction de sampling. On va prendre Q par exemple. Et ici, tout ça, vous allez savoir calculer facilement, puisque vous avez qui n'est pas en formule close, qui est cette courbe un petit peu en trait plein, vous allez, suivant le nombre d'échantillons que vous prenez pour faire sampler votre intégrale, vous allez avoir des fonctions potentielles comme ceci. Okay. Mais ces fonctions potentielles, elles sont convexes. Et puis ça, c'est facile à calculer un gradient de cette somme. Hein. Donc ça permet d'implémenter des choses. Q, on choisit. Q, on choisit, parce qu'on va faire un échantillonnage. Donc, par exemple, je prends une loi multivariée normale. Okay, ou je prends P. On peut choisir. C'est intégration stochastique. Donc, un exemple, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que la géométrie d'information, c'est uniquement une méthodologie ou est-ce que ça donne des nouvelles idées? Je vais essayer simplement de démontrer un exemple. Ici, je vais prendre un modèle de mélange, okay, où les composantes sont, par exemple, si je prends les représentations, les distributions catégoriques, hein, je peux visualiser ça comme un simplex en dimension D plus 1 si j'ai un alphabet à des lettres, okay, un simplex qui va être plongé en D plus 1. Et puis, je peux écrire mon modèle, ma distribution catégorique comme une somme de Dirac, de delta. Et la neg-entropie, c'est ceci. Hein, donc simplement le m log m que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette fonction-là. Vous avez un degré de liberté en moins parce que la somme doit être égale à 1. Donc, vous avez un modèle d'ordre D si vous avez un alphabet d'ordre D plus 2. Et puis, vous voulez calculer le centroïde par rapport à la divergence de Jensen-Shannon, qui est une symétrisation de Kullback-Leibler.
cette symétrisation, puisque vous prenez Kullback-Leibler avec entre P et Q et la distribution moyenne, vous allez savoir que ça, c'est toujours inférieur ou égal à log 2. Alors que le problème de KL, c'est que ça peut tendre vers l'infini, et donc numériquement, c'est très instable en pratique, alors que celle-ci, même si les supports ne sont pas identiques, même si vous avez des bins dans vos histogrammes, par exemple, qui sont vides, ça va être majoré par log 2 dans le cas des pires. Hein. Et cette divergence de Jensen-Shannon, vous pouvez décrire comme une différence entre l'entropie pour la distribution moyenne moins la moyenne des entropies. OK ? Alors, si j'écris ça, donc ça simplement pour dire qu'en fait la géométrie d'information, on a la divergence duale et puis la distance riemannienne, ben, c'est une illustration de ce qui se passe, donc je vais passer vite. Ce qui se passe, c'est que la divergence de Jensen-Shannon entre deux modèles de mélange en géométrie d'information, c'est équivalent à une divergence de Jensen, okay, entre les paramètres. T1 et T2. Ça, quel que soit le modèle de mélange, hein, que ce soit une distribution catégorique ou un autre modèle de mélange. Et donc, quand vous voulez calculer un centroïde comme ceci, moins une somme de fonctions convexes, donc c'est moins une deuxième fonction convexe. Et ça, vous avez un algorithme gradient, mais sans une descente de gradient, mais sans avoir à mettre le pas à chaque fois, qui s'appelle CCCP, pour concave convexe algorithme. Donc ça se résout facilement. Voilà. Donc simplement aussi, c'est si je veux symétriser Bregman par rapport à Jensen-Shannon, qu'on pourrait dire Jensen-Bregman, par exemple, ce serait cette formule-là, on va retrouver que c'est également Jensen. OK ? Donc c'est une autre visualisation. Et donc le centroïde de Jensen-Shannon pour un modèle de mélange en géométrie d'information, c'est simplement un centroïde de Jensen ou un centroïde de Jensen-Bregman. OK ? Et ça, vous savez calculer avec l'algorithme CCCP. Et par exemple, pour illustrer, je prends deux images, ici, Léna et puis Barbara. Je calcule les histogrammes d'intensité, qui sont en rouge et en bleu, hein, suivant les images. Et puis, je vais calculer une première symétrisation de Kullback-Leibler où je fais simplement KL gauche-droite plus KL droite-gauche, d'accord, qu'on appelle aussi la divergence de Jeffrey, et qui, elle, peut mal se comporter si on a des bins qui sont un petit, parce que ça peut tendre vers l'infini. Ou alors, j'utilise la divergence de Jensen-Shannon qui, elle, est bornée par log 2 et qui peut avoir des supports donc différents et bien se comporter. Et vous avez ces deux centroïdes là, en gris clair pour Jeffreys et en noir pour Jensen-Shannon. Et on calcule avec l'algorithme CCCP. Alors, je vais simplement, sur les 5 dernières minutes, vous montrer qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut trouver des divergences de Bregman pour la fonction cumulante ou la fonction partition, f ou z. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déformer des fonctions convexes. Et si la déformation de la fonction convexe reste convexe, on peut construire des divergences de Bregman. Et à quoi correspondent ces divergences de Bregman? C'est un peu le cheminement. Donc on va dire, donc ça c'est la définition d'une fonction convexe normale, ordinaire, on va dire. On peut avoir deux moyennes, par exemple la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Donc on va dire qu'une fonction est Mn convexe par rapport à deux moyennes M et N, si seulement on a cette inégalité-là, qui est une généralisation de cette inégalité-là. Okay, donc la convexité ordinaire, c'est si vous avez la AA convexité. Okay, et la log convexité, c'est la AG convexité pour arithmétique et géométrique convexité. Okay, donc on a une notion générale de générateur qu'on va dire F, Z et Mn convexe si seulement ça vérifie ceci, qui est un peu l'inégalité du point moyen. Et on va prendre des moyennes qui sont les moyennes quasi arithmétiques, c'est-à-dire que je vais prendre une fonction monotone h, donc puisqu'elle est strictement monotone, elle va avoir un inverse bien défini, h.1, scalaire. Et on va définir ce qu'on appelle une moyenne de Nagumo-Kolmogorov ou quasi arithmétique, qui inclut les moyennes de puissance, si je prends ces générateurs-là, ok, HP et HP-1. Ces deux fonctions ρ et tau, si et seulement si la fonction f, qui est tau ρ, donc composition z, composition ρ-1, est strictement convexe. Okay, donc vous pouvez
tester si un générateur est convexe en transformant ce générateur Z en générateur F et en testant la convexité ordinaire. OK ? Et alors, ce qu'on peut faire, c'est de dire que si on a des moyennes M et N, des moyennes généralisées M et N qui sont régulières, donc il y a une notion de régularité que je ne vais pas introduire, mais on peut définir, c'est par définition, on peut postuler que l'écart de Jensen par rapport à ces M et N et un paramètre alpha entre 0 et 1, c'est cette définition-là. Et on peut dire qu'on peut trouver des divergences de Bregman généralisées par convexité comparative simplement dans les cas limites, quand on fait tendre alpha vers 1 ou alpha vers 0. Okay, et ça, on postule que ce qu'on appelle une Bregman généralisée. Alors, si vous faites les calculs avec des développements de Taylor par rapport à ces fonctions ρ et tau, vous allez trouver que c'est quasi arithmétique, cette divergence de Bregman quasi arithmétique, ça s'écrit comme ceci. Donc, vous avez deux fonctions monotones ρ et tau. Vous allez trouver que en faisant une extension de Taylor, ça s'écrit comme ceci. Et ceci, vous pouvez l'écrire comme un facteur conformal fois une divergence de Bregman régulière pour G, où G, c'est ce générateur-là, et des représentations monotones. Okay, donc, ça illustre bien, en fait, un petit peu tout ce qui se passe en géométrie d'information sur ces embeddings par des fonctions monotones et facteurs conformels, en fait. Hein. Donc, voilà, je crois que... Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, voilà, ça explique un peu mieux ce qui se passait entre F et Z, finalement, où on avait deux extrêmes. On avait la fonction cumulante, la fonction partition qui était convexe. Là, en faisant varier avec ρ et tau, qui sont des fonctions de puissance, on peut passer de façon lisse de l'une à l'autre. Et si la fonction à laquelle on est passé reste convexe, alors on peut définir une divergence de Bregman et on peut s'intéresser à quoi elle correspond en divergence statistique. Okay, c'est un petit peu le cheminement. Juste pour finir, on a construit une petite bibliothèque en Python qu'on appelle PyBregman. Alors, Breg, c'est pour Bregman et Man, c'est pour manifold. Et ça inclut un petit peu tout ce que j'ai parlé aujourd'hui et d'autres choses. Et c'est téléchargeable ici et vous pouvez faire quelques expériences. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de choses, on peut dire encore beaucoup de choses. Et ça, c'est uniquement juste dans les fonctions traditionnelles, mais on peut définir des divergences de Bregman sur des espaces de matrices submodulaires, sur des espaces de fonctions. Enfin, c'est très, très riche comme monde. Ce que je voulais simplement vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des aspects géométriques donc, qui ont été étudiés en géométrie d'information sous le nom d'espace dualement plat, que peut-être vous ne connaissiez pas, et qui a une relation forte, mais qui n'est pas 1 à 1 avec les espaces dualement plats, et qu'on peut aussi généraliser la convexité, et généraliser ces notions-là simplement avec des moyennes. Comment ? Voilà, on espère. Ok.